À la une ce soir, les hôpitaux publics des communes vont mal. C'est ce qu'ont voulu faire entendre aujourd'hui plusieurs agents rassemblés devant le siège de l'ARS. Selon eux, le manque d'effectifs aurait causé le décès d'une aide-soignante la semaine dernière à Trinité. Pas de cours ce matin au collège de Périnon. Les parents d'élèves et les professeurs ont bloqué l'accès au site pour protester contre la suppression d'une classe de 3e. La mobilisation continuera demain. Marine Le Pen est arrivée en tête dans les Outre-mer. Un résultat surprenant obtenu en cumulant toutes les voix dans les DOM. Une percée spectaculaire du Front National que nous décrypterons dans notre édition. Et puis notre invité politique de ce mardi soir est Philippe Edmond-Mariette. Il se présente aux prochaines législatives dans la circonscription du Centre. Il nous parlera de son programme et de ses soutiens. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette nouvelle mobilisation pour dénoncer la situation de l'hôpital public en Martinique. Cette fois-ci, ce sont les agents des hôpitaux des communes qui ont fait part de leur mal-être. Ils ont manifesté pour tirer la sonnette d'alarme sur le manque d'effectifs au sein de leur structure. Une situation qui aurait eu pour conséquence le décès d'une aide-soignante de l'hôpital de Trinité, victime d'une rupture d'anévrisme. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Infirmiers, aides-soignants ou encore ambulanciers, tous se disent au bord du burn-out et font part d'une souffrance au travail qui irait crescendo. De longues journées, vous avez des plannings des fois pas adaptés, le planning qui est fait au dernier moment, la paye qui ne suit pas souvent. J'y vais tous les jours me demandant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y aura encore. On demande de plus en plus de tâches à faire. Nous sommes de moins en moins nombreux, nous sommes fatigués, épuisés et nous faisons des auto-remplacements, ce qui est quand même très fatigant et nous n'avons plus de vie personnelle. Selon le personnel de santé, c'est cette surcharge de travail non compensée par des temps de repos qui aurait coûté la vie la semaine dernière à l'une de leurs collègues. Corinne, aide-soignante d'une quarantaine d'années, a succombé à une rupture d'anévrisme dans son service à l'hôpital de Trinité. Depuis plusieurs jours déjà, elle tentait d'alerter sa direction et ses collègues sur son état de santé. Son état moral était pas rayonnant, elle était affaissée, donc on sentait vraiment qu'elle était fatiguée, épuisée et vraiment dans les propos on sentait vraiment la détresse, l'alarme. Nous sommes vraiment, je dirais dans le terme, enragés, vraiment déçus et vraiment... Je ne trouve pas les mots, les vocabulaires pour vous dire effectivement que nous sommes vraiment déçus par rapport à tout ce qui se passe parce que nous avons suffisamment alerté la direction. Les agents des hôpitaux périphériques dénoncent l'inexistence dans leur structure d'un service compensateur qui permet de fournir du personnel soignant en cas d'absence, un système présent uniquement à l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Montgolfier, il n'y a pas ce service. Le service est seulement basé à PZQ. Ça veut dire si un manquement sur Trinité aujourd'hui ou ce soir à 21 h, la collègue saura qu'elle ira travailler à Trinité en prenant ce service à PZQ. Ça veut dire qu'elle va arriver à Trinité à 22 h, 23 h. Ce qui intéresse le directeur du CHUM aujourd'hui, c'est de faire tourner son moulin, le plateau technique. Les autres établissements, pour lui, ils sont des annexes. Les représentants des blouses blanches font aujourd'hui appel au directeur de l'ARS. Ils ont été reçus ce matin pour exposer leurs doléances. Alors la réalité du terrain qu'il y a aujourd'hui, que nous lui avons dit, c'est que dans les services de soins, les collègues sont appelés à doubler, à tripler leurs services. C'est ça la réalité. Les collègues sont appelés sur le repos hebdomadaire. Les plannings ne sont pas réglementaires, comme prévoit la réglementation. C'est ça la réalité. Équilibrer ces services-là et après, mettons en place un service de contractuel, de compensation, géré par le site du Lamentin, géré par le site de Trinité. Et de là, il y aura les remplacements ponctuels de chaque jour. Plus tard dans la matinée, les directeurs de l'ARS et du CHUM se sont rencontrés pour faire le point sur la situation. De nouvelles rencontres devraient prochainement avoir lieu avec les représentants des agents hospitaliers pour trouver un terrain d'entente. Les directions du CHUM et de l'ARS n'ont pas été en mesure de nous répondre. Pour l'heure, aucun mouvement de grève n'est à prévoir dans les services hospitaliers. 2 jours après le premier tour de la présidentielle, TF1 a proposé ce soir à 20 h, heure de l'Hexagone, un premier rendez-vous individuel avec Marine Le Pen. Un second de ce type sera diffusé ce jeudi avec Emmanuel Macron. L'émission Élysée 2017, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, a été diffusée en direct cet après-midi sur ATV Guadeloupe et ATV Guyane. Regardez un extrait si vous l'avez manqué. Je suis très heureuse de ce résultat pour une raison simple, c'est que je pense que pour la première fois depuis longtemps,
les Français ont vraiment deux visions. Voilà, deux visions politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, qui incontestablement sont très différentes l'une de l'autre. Presque deux choix de société. Le choix que je porte, qui est le choix de la nation, qui est le choix de la patrie, qui est le choix de la protection des Français, le choix de la régulation aussi, des excès, des dérives, du marché, le choix du pouvoir d'achat que l'on rend aux Français parce qu'il s'agit de leur argent, le choix de la maîtrise de nos frontières, que ce soit sur le plan commercial, puisque l'ouverture des frontières a eu comme conséquence évidemment la concurrence internationale déloyale qui a fait beaucoup de mal à notre industrie, beaucoup de mal à notre agriculture, mais aussi qui concerne la maîtrise que je veux drastique de l'immigration, c'est-à-dire de cette circulation totalement libre des personnes qui nous a été imposée par nos différents dirigeants. Il est avocat et il revient en politique en se présentant aux prochaines législatives dans la circonscription du Centre. Philippe Edmond-Mariette est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez déjà été député entre 2003 et 2007. Qu'est-ce qui a marqué votre mandature? Quel a été votre rapport concret pendant ces 4 années déjà? Alors je crois qu'on peut dire que ma mandature a été marquée par un problème qui est toujours existant et qui est celui du chlordécone, que les Martiniquais connaissent bien et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à empoisonner la vie de nos agriculteurs, mais surtout la santé des Martiniquais. Et j'estime que cette question-là, aujourd'hui, n'est pas totalement réglée et qu'elle mérite qu'elle soit de nouveau portée. D'ailleurs, vous avez commencé votre JT de ce soir en posant le problème de la santé publique à la Martinique et la situation des hôpitaux. Je ne peux pas me désintéresser de cette question-là. On dit que la santé a un prix, n'a pas de prix, pardon, elle a un coût, c'est vrai, mais aujourd'hui, on assiste à un véritable démantèlement de l'hôpital public à la Martinique. Ceci n'est pas acceptable, madame. Alors, suite à votre échec en 2007, vous ne vous êtes pas représenté en 2012. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous relancer dans la politique 10 ans plus tard? Alors, il faut dire que je suis actuellement conseiller économique et social. Et je ne pensais pas revenir dans la politique active, mais il y a eu, ces dernières semaines, et depuis d'ailleurs quelques mois, une pression très forte, à la fois d'amis, de tous bords politiques. On et vous puis a appelé à vous présenter? de citoyens, oui, qui, au gré de mes rencontres, me disaient « Philippe, attends, tu as vu la situation grave que la France traverse aujourd'hui? Tu as vu celle de la Martinique, les difficultés de nos collectivités locales, le manque de moyens financiers dont dispose la collectivité territoriale de Martinique. On a besoin aujourd'hui de personnes, d'expérience, compétentes et en capacité de porter notre voix à Paris pour obtenir tous nos droits. » Et fort de ce constat-là, fort aussi des soutiens que j'ai pu recueillir ici ou là, j'ai donc accepté de revenir et je me présente aux législatives de juin 2017. Alors justement, vous vous présentez, en 2012, vous aviez appelé à voter pour Alfred Marie-Jeanne. Aujourd'hui, vous vous présentez face à l'un des candidats qu'il soutient envers et contre tout, Fabrice Dunon. Expliquez-nous pourquoi. Non, alors, je vais vous dire tout simplement, tout le monde a le droit de se présenter. Ce candidat-là comme d'autres. Au contraire, moi je pense qu'il faut proposer aux électeurs de la circonscription du Centre Atlantique, qui regroupe les villes du Robert, du Gros-Monde, de Trinité, du François et du Lamentin, eh bien de choisir parmi l'ensemble des candidats qui leur sont proposés. Moi, comme atout, je leur offre à la fois, bien entendu, mon expérience. Je suis un homme de dossier, tout le monde le sait. Mon métier d'avocat me prédispose peut-être à mieux appréhender la confection de la loi, puisque à l'Assemblée nationale, nous sommes des législateurs. Mais surtout, je crois que par le parcours que j'ai eu dans la vie associative, dans la vie sportive, et puis le parcours politique qui a été le mien, je sais entendre la parole des plus humbles. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Alfred Marie-Jeanne? Est-ce que vous lui avez demandé de vous soutenir pour vous rendre l'appareil? Alfred Marie-Jeanne, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a dit qu'il soutenait quelqu'un d'autre. Il n'est pas question pour moi... Mais vous ne lui avez pas rappelé que vous avez appelé à voter pour lui et que c'était le moment de renvoyer l'ascenseur ou quelque chose comme ça? Non, parce que je ne crois pas qu'en politique, il faille parler de renvoi d'ascenseur. Vous savez, si dès lors qu'Alfred Marie-Jeanne disait « je propose tel candidat, la personne était élue », on aurait eu des maires du MIM dans toutes les communes de Martinique. Or, lui, quand il se présente à certaines élections, il va battre certains maires dans leur commune. Je ne crois pas qu'il faille poser le problème en ces termes-là. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que la Martinique a besoin de femmes et d'hommes compétents pour qu'à Paris,
notre voix soit entendue et soit mieux portée. Notre jeunesse est en souffrance. Notre hôpital public est en grosse difficulté. Nos collectivités locales manquent singulièrement de moyens financiers parce que les dotations de l'État se raréfient. Il faut donc aujourd'hui que nous mettions en place un nouveau logiciel pour faire en sorte que notre jeunesse puisse avoir un parcours balisé, que nos entreprises puissent disposer des moyens et de l'environnement leur permettant de vivre et de se développer, et puis faire en sorte que nos aînés soient mieux protégés. Et je pense que cet engagement-là, je suis en capacité de le porter, et j'ai une prétention, c'est celle sans doute de penser que je peux le faire mieux que les autres candidats qui vont être mes adversaires lors de la législative de juin 2017. Alors on a parlé de Fabrice Dunon, mais il y a en tout bien 9 autres candidats. Quels sont ceux qui vous semblent les plus redoutables? Alors, je vous répondrai par une boutade, je vous dirai, tous ils sont redoutables. Simplement parce que c'est l'électeur qui choisit et qui décide. Et si vous essayez de vous dire, ça peut être tel ou un tel, vous pouvez avoir une surprise. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé pour les présidentielles en France. Donc, je considère aujourd'hui qu'il faut craindre chacun des autres candidats. Et le meilleur moyen de les mettre à distance, il est de tenir à la Martinique un discours de vérité, de simplicité, mais surtout de montrer que par son intégrité et par son propre parcours, on est en mesure de porter la voix de l'électeur martiniquais, singulièrement des habitants de ces 5 communes qui sont le cœur et le poumon de la Martinique, et faire en sorte que désormais, quand les lois seront votées à l'Assemblée nationale, qu'elles soient adaptées à nos réalités locales. C'est mon souhait, et j'ai montré par le passé, pendant les 4 années où j'ai eu la chance de représenter la Martinique, que j'étais en capacité de le faire. Et sans doute, M. Marie-Jeanne s'en souvient, parce qu'il ne manquait pas de me féliciter après certaines de mes interventions. Alors, ils se valent tous certainement, mais certains sont soutenus par des gros groupes. Qui sont vos soutiens à vous? Ah, mes soutiens sont multiples. Ils sont d'abord le simple électeur martiniquais de la circonscription. Et puis, ils sont à travers un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont dans des groupes politiques et qui ont fait le choix de ne pas se ranger derrière ce qui leur est proposé et de dire « nous voulons au contraire être aux côtés de Philippe Edmond Mariette ». Mais il y a une organisation politique derrière vous ou pas du tout? Non, il n'y a pas d'organisation politique à proprement parler. Je suis sans étiquette. Mais au contraire, je conçois ça aujourd'hui comme une vraie richesse. Mais parce au sein de l'Assemblée nationale, vous siégerez dans quel groupe? Je vais vous répondre. C'est à la fois une liberté, mais c'est aussi une qualité première. Alors à l'Assemblée nationale, Madame Doré, attendons de voir ce qui va se passer. Oui, mais vous avez déjà une idée. Ce n'est pas quand vous serez élu que vous allez réfléchir. Bien sûr. Je n'étais pas dans le groupe des socialistes en 2003. Je n'étais pas non plus dans le groupe de l'UMP, puisque ce n'était pas encore les Républicains. J'étais dans le groupe des non-inscrits. D'ailleurs, j'étais dans ce groupe-là avec Alfred Marie-Jeanne et quelques écologistes. Mais à l'époque, nous n'étions pas 20. Nous ne pouvions pas constituer un groupe politique. Aujourd'hui, avec 15, on peut constituer un groupe. Je m'attends donc, en arrivant à l'Assemblée nationale, de voir quelle est la composition désormais de l'hémicycle. Bien malin est celui qui aujourd'hui peut nous dire quelle sera sa couleur. Je m'attends à une partition avec au moins 4 groupes, bien entendu quelques socialistes, sans doute des républicains, sans doute aussi des gens du Front National, et puis sans doute des gens du mouvement de M. Macron En Marche. Alors, en parlant du Front National, on a constaté, on l'a vu dans nos titres, qu'il y a une percée spectaculaire dans les Outre-mer, également en Martinique, dans certaines communes. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Alors, c'est une surprise quant au nombre de voix obtenues par Marine Le Pen, mais ce n'est pas une surprise quant à sa progression. Vous savez, Madame Doré, quand ça va mal, quand vous vous apercevez que l'hôpital public ne répond plus aux nécessités qui sont les siennes, quand vous voyez les conditions dans lesquelles nos collectivités locales ne sont plus en mesure d'assurer les obligations et les missions qui sont les leurs, parce que l'argent manque, aujourd'hui, il y a une profonde désespérance dans notre population martiniquaise. Les gens sont inquiets pour leur avenir. Regardez la baisse de natalité que nous connaissons aujourd'hui. Tous ces signes-là sont des signes qui montrent que nous sommes à un moment où la société martiniquaise est en souffrance. Et pour de nouveau lui donner cette espérance-là, il faut lui expliquer que la collectivité territoriale de Martinique, oui, est en capacité de le faire. Il faut lui donner plus de moyens, il faut modifier la démarche économique qui a été portée jusqu'à présent, parce qu'elle a été faite ici ou là de quelques lois qui sont aujourd'hui dans le cimetière des technocrates parisiens parce que ça n'a pas marché. Et on s'aperçoit que nous avons besoin
que notre tissu économique soit renforcé. C'est la condition pour développer l'emploi. Quelles seront vos priorités si vous Alors, mes priorités, c'est bien entendu l'hôpital public. Je rappelle d'ailleurs que j'ai été président du conseil de surveillance de l'hôpital du Lamentin, au moment d'ailleurs de la fusion. Donc, c'est une problématique que je connais bien, même si je me nourris quotidiennement des réflexions des uns et des autres sur le sujet. Deuxièmement, s'agissant de la question du développement économique, c'est une question qui est pour moi très importante. La question du chlordécone, parce que jusqu'à présent, on n'a pas tiré tous les enseignements, mais surtout, on n'a pas mis en place les moyens permettant de protéger davantage nos populations sur le risque de contamination. Cela mérite d'être développé. Et puis, vous avez un énorme chantier qui va toucher à l'éducation et à la culture. Et je dis et je répète partout où je passe que donner de l'éducation, donner de la culture à nos enfants, mais c'est les armer pour l'avenir. Quand on partage avec les autres de la culture, c'est la seule chose que l'on donne sans s'appauvrir, mais en enrichissant l'autre. Et ça va être ça ma démarche, et c'est ce que je souhaite pour la Martinique, parce que j'étais ce matin à Sainte-Marie à la mission locale, au Robert, pardon, à la mission locale. J'ai assisté à un véritable forum où des entreprises étaient là pour accueillir des jeunes de l'ensemble de la communauté Cap-Nord. Il fallait voir cette belle jeunesse qui était présente sur le site. Et on comprend que nos enfants sont en demande et qu'il nous appartient aujourd'hui de leur donner les moyens de réussir leur parcours d'insertion professionnelle. Merci. Merci d'avoir et répondu bonne soirée à vos questions. téléspectateurs. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons d'une soirée hommage à Apollon Valade, doyen du Belley. Un grand rendez-vous qui a fait vibrer le marché couvert de Fort-de-France. Et puis Hubert Bornil nous parlera d'une nouvelle structure d'accueil pour enfants et parents qui vient de voir le jour dans la cité Haut-de-Dillon. C'est la deuxième de ce type en Martinique. Partons tout de suite en Guadeloupe où, comme chez nous, il y a eu un relais local de l'hommage national rendu aux policiers assassinés jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Une cérémonie silencieuse a eu lieu ce matin à la cour d'honneur du commissariat central de Pointe-à-Pitre. Un moment de recueillement que les forces de l'ordre sur place n'ont pas souhaité commenter. En Martinique, maintenant... Moi, quand ça veut dire des femmes à Nil, pour un seul nom, bon, seul nom ne peut pas mettre à l'aise. Il faut savoir être égoïste dans la vie, il faut savoir penser à soi et pas penser forcément, même par amour, à la personne qu'on aime. Je pense qu'il faut essentiellement penser aussi à soi. Ça là, ouais, mais c'est bon, peut-être il y a une autre solution à ça, quoi. Mais si cette solution-là, ça y aura, c'est des gourmets, alors il est obligé de gourmer, quoi, parce que c'est aimé, mais sans bitin qui reste, quoi. Bah, d'une part, on ne peut pas les en vouloir, hein, elles sont amoureuses. Mais après, c'est la société qui veut ça, hein. Vous pensez que si les gens étaient occupés à travailler, à s'occuper de leurs enfants, vous pensez qu'ils auraient le temps de s'entretuer entre elles? Non, les gens n'auront pas le temps de s'entretuer entre eux. C'est de la folie, vraiment. Donc je suis pas comme elle, hein, je suis pas pour. Il faut penser à soi d'abord. Deux femmes, comme deux hommes, nous sommes tous des êtres humains. Ce sont des femmes, je ne sais pas moi, parce qu'ils sont un peu trop amoureux. Mais comme maintenant, on ne doit pas être amoureux comme ça quand même, il faut bien regarder d'abord. Il faut faire une certaine réserve. Et vous l'aurez compris, il s'agissait de la réaction des Guadeloupéens à la suite d'un fait divers qui a eu lieu hier en Guadeloupe. Une jeune fille qui a battu sa compagne à la suite d'un différend conjugal. Partons tout de suite en Guadeloupe, on reste en Guadeloupe, pardon, où comme chez nous, il y a eu un relais local de l'hommage national rendu aux policiers assassinés jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Comme je vous le disais, une cérémonie silencieuse a eu lieu ce matin à la cour d'honneur du commissariat central de Pointe-à-Pitre. Un moment de recueillement que les forces de l'ordre sur place n'ont pas souhaité commenter. Et de retour en Martinique avec une conférence de presse qui s'est tenue ce matin au siège de la CTM pour présenter les Jeux des îles. La 21e édition se déroulera en Martinique du 9 au 14 mai prochain. La compétition sportive réunira des jeunes âgés entre 13 et 16 ans de 8 îles et de 5 nationalités. 600 sportifs sont attendus. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabrou. Le plus gros est prêt, mais une foule de détails reste à affiner. Nous sommes à 15 jours. Certaines délégations confirment ou infirment
certaines disciplines. Nous sommes en train d'affiner avec la partie hébergement, la partie accueil aéroport, une multitude de détails que nous essayons de peaufiner pour que l'événement soit non seulement une réussite sportive, une réussite évidemment éducative et culturelle, mais surtout une réussite logistique d'événementiel pour que les gens repartent avec une image de la Martinique comme étant capable d'organiser des événements très professionnels. Maintenant avec la pièce de théâtre L'Homme-Femme, les mécanismes de l'invisible qui s'est jouée cet après-midi au Tropicatrium. Une représentation pour les scolaires avec sur scène un homme qui se pose des questions sur son rôle et la difficulté d'être un homme. Le tout écrit et mis en scène, interprété par le rappeur D2 Cabal. Voyez cet extrait signé Michelet François. Je ne parle pas de ces violences atroces et insoutenables qui font tant de dégâts chaque année. De ce que je nomme l'intégrisme masculin. Une violence quasi muette, rampante. Deux loups vivent à l'intérieur de nous. L'un avide de haine et méchant, l'autre empli de sagesse et vertueux. Le monsieur en lui-même a voulu parler de ses plusieurs personnalités et c'était vraiment intéressant et, comment dire, instructif. On ne peut pas changer grand-chose, mais on peut quand même changer certaines choses et certaines personnes à travers une réponse, un non. Et changer des gens et avancer dans la vie. Il a parlé de son histoire tout en essayant de nous plonger dans son univers. Et je me suis totalement reconnue dans cette pièce de théâtre. Pour répondre à une agression violente, physique, mentale, on dit que quand la porte intime est fracturée, elle n'est jamais véritablement réparée. Cabal, c'était mon groupe de rap quand j'étais plus jeune et que je viens du hip-hop. Et le hip-hop est vraiment une culture composite qui se nourrit de plein de formes de culture. Et le théâtre que je pratique, c'est ce théâtre-là. C'est-à-dire que c'est pour moi très important de mélanger les textures et les matériaux. Donc dans le spectacle, il y a du rap, du slam, du théâtre. Voilà. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir mélanger tout ça et de faire vivre un objet un peu particulier. Les blessures vives de l'intime, les fêlures de l'intime, et on se protège. Quand on observe certains tatouages, on peut dresser une véritable cartographie des éléments marquants de la vie. J'aime observer les dessins sur les corps des êtres. J'estime que c'est cela la vraie intimité. Autoriser et se sentir autorisé. Ma peau est des miennes. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Revenons tout de suite sur le premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé ce week-end. Un scrutin qui a réservé bien des surprises puisqu'aujourd'hui, on sait qu'en cumulant toutes les voix dans les Outre-mer, c'est bien Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Dans plusieurs communes de la Martinique, le Front National s'est également distingué. Alors, qu'est-ce qui explique cette percée spectaculaire du Front National dans les DOM? Voyez quelques éléments de réponse avec Louis Sabas. En partie seulement qui nous doit manger, puis l'autre là pas nous doit manger. Moi-même, j'ai voté Marine Le Pen. 3 jours après le premier tour des élections présidentielles, le score de Marine Le Pen fait encore débat dans la commune. Il faut avoir des convictions. Ces genres de convictions-là, moi, je ne tiens pas à ça. La représentante du Front National est arrivée en tête au prêcheur avec un score de 24,8% des voix devant Jean-Luc Mélenchon pour 22,41% des suffrages. Jean-Marc et Daniel font partie de ceux-là. Pour le premier, il s'agit de vote sanction contre les précédents gouvernements. Non, je n'ai pas voté Le Pen en 2012. Mais j'ai voté Le Pen en 2017 avec ces présidents qui viennent de passer là. Que de l'argent qu'on dépense, que de l'argent qu'on nous demande. Tout le temps, il faut payer quelque chose. RSI, tout, il faut payer. Alors, je pense avec une autre, on ne va pas payer tout ça d'argent. Il faut le faire l'immigration aussi. Parce que le prêcher, c'est en plaque tournante. En plaque tournante, prêcher. Tous les jours. Tous les jours, matin, midi au soir, ici en Gléga descend ici, à Caillou. Difficultés sociales, rejet de l'étranger et de la politique menée jusqu'alors, en plus d'une forte abstention, font de la candidate FN la grande gagnante du premier tour dans les Outre-mer. Surprenant de la part d'une population métissée, mais qui pourrait s'expliquer par le fait que les messages véhiculés par le parti à la flamme bleu-blanc-rouge ne soient pas entièrement perçus comme ceux qu'ils sont, xénophobes et racistes, aux Antilles notamment. La plupart des gens qui ont voté pour Marine Le Pen dans les DOM bénéficient d'une espèce de mansuétude en termes d'information de leur propre leader politique et de leur environnement. C'est-à-dire que les leaders politiques des DOM passent le phénomène Marine Le Pen
à la trappe et considèrent que ce n'est pas un phénomène majeur. Ils n'endossent pas le combat anti-racisme, parce que pour eux, il n'y a pas de risque sur les DOM d'une émergence d'une population xénophobe et raciste. Or, c'est le cas. Pourtant, des militants ne cessent d'alerter sur les dangers de l'arrivée du FN au pouvoir. C'est d'abord d'avoir un État raciste au pouvoir, qui considère qui vote pour une France, enfin qui défend l'idée d'une France souveraine en termes purement de département pour nous. Ça veut dire que nous sommes relégués à le côté colonial. Enfin, ça veut dire que nous allons avoir plus de troupes de CRS ici, qui n'étaient pas là, enfin ils vont être là, qu'on va avoir de moins en moins de pouvoir à la communauté territoriale. Et puis ça va être d'un point de vue purement concret, et ça c'est sur tout le territoire national, une coupe des aides, enfin on va couper dans les aides aux plus démunis. C'est ce qu'ils font déjà quand ils sont au pouvoir. Dans les villes où ils sont au pouvoir, c'est les premières choses qu'ils font. Dans 2 semaines, les électeurs martiniquais seront rappelés aux urnes pour le second tour des élections qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. L'occasion de vérifier si elle a fait son plein de voix ou si le FN est en mesure de mobiliser encore plus d'électeurs en sa faveur. Direction Fort-de-France, à Dillon plus précisément. Un lieu d'accueil pour parents et enfants a été implanté au cœur de la cité Hauts-de-Dillon. Les parents peuvent s'y rendre avec leur progéniture pour passer un moment agréable. Il s'agit de la 2e structure du genre en Martinique. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Allons jouer à la marelle, une expression qui nous introduit dans le domaine de l'enfance, du jeu. Mais cette marelle, aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'une structure d'accueil privilégiée pour enfants et parents. Ça ressemble à une crèche, mais il n'en est rien. Vous avez vu, elle avait besoin de vous, là, de vos jambes, là, pour tenir. Ah. Derrière ces murs colorés, toute l'attention se porte sur la petite Sindra, 8 mois. La mère qui découvre comme nous la structure a volontairement quitté son appartement pour un cadre beaucoup plus ludique, en compagnie de sa fille, tout cela sous l'œil bienveillant des éducatrices. Chez moi, il n'y a peut-être pas tous ces jeux qu'il y a, donc il y a aussi l'encadrement, il y a la convivialité, il y a les personnes qui sont là pour jouer avec elle. Elle croise d'autres enfants, donc elle joue avec eux. Le lieu d'accueil enfants-parents est un espace d'écoute, d'échange et de parole. Un endroit où tout est pensé pour créer une sorte d'ambiance conviviale et de détente, tant pour l'enfant que pour le parent. Ici, on permet aux parents de se ressourcer, de passer des moments privilégiés avec leurs enfants et puis de pouvoir échanger avec des professionnels et permettre aux enfants également de rencontrer d'autres enfants. Toujours assez debout. Être parent d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, il y a plusieurs enjeux. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un bébé qui pleure toute la journée à la maison, qu'on ne sait pas quoi faire avec un tout petit bébé. Donc venir dans un lieu d'accueil enfants-parents, c'est aussi sortir de cet isolement, c'est de venir échanger avec d'autres parents qui ont déjà vécu certaines choses. Dans la cité, peut-être que beaucoup de gens assimilent la structure à une sorte de crèche-garderie, mais ce n'est pas du tout le cas. On accompagne beaucoup l'enfant à la socialisation. Ça permet aussi d'aider les enfants et de les préparer à la séparation. Voilà, quand le moment venu, avec le parent pour aller à la crèche ou pour aller à l'école. Ici, l'accès est libre et le parent détermine le temps qu'il veut bien passer avec son enfant. Isabelle, on a passé un bon moment, merci. Hein? C'est génial. Voilà. Et puis, vous avez rendez-vous le jour de la fête des voisins, ça sera le 13 mai, l'occasion de découvrir la marelle. Toujours à Fort-de-France avec le Belley qui était à l'honneur samedi soir au marché couvert. Les tambours ont vibré en hommage à Apollon Valade, 94 ans, l'un des doyens du Belley. Voyez cette ambiance captée par Camille Joseph. Donc on va où ? Pour la 9e édition de la soirée annuelle de danse traditionnelle de l'association Kanigwe, le monde du Belley et le public ont répondu nombreux à l'appel du tambour et du tibois. C'est l'occasion que nous songeons, que nous rendons bel hommage M. Aimé Césaire, que nous songeons puisque c'est pas côté d'Atala qui parti quitter nous et nous faute France. Donc nous ne pouvons pas faire une soirée Belley, nous ne pouvons pas parler de Kilti sans songer nom Tala pour tout ça y porter. L'année Tala est spéciale parce que nous choisissons de mettre à l'honneur aussi en notre grand nombre, en grand tambouillé, nous avons dit doyen des tambouillés martiniquiers, M. Raymond Apollon Valade. 94 l'année.
Deux grands hommes sont au centre de toutes les pensées. Une bonne partie des chants qui sont interprétés et repris tant par les choristes que par le public leur sont dédiés. Il m'a montré des clés. S'il m'a dit quand un chanteur chante comme moi, donc il faut que j'ai un tambouiller de telle et telle manière. Et je n'avais pas encore entendu ces choses. Et j'avoue qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu la musique belle d'une autre manière. Dans le marché couvert de Fort-de-France, les chants, les danses, la musique sont offerts gracieusement. Acteurs et spectateurs apprécient ce rendez-vous de la tradition à sa juste valeur. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont prévues demain dans la journée au Lamentin, dans les quartiers Morne-Pavillon, Gondo, Basse-Gondo, Californie et la zone industrielle de la Jambette. Et pour ceux qui souhaitent faire un don de sang, demain, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et nous terminons cette édition avec une image d'un requin-marteau pris dans les filets d'un marin-pêcheur au large du rocher du Diamant. L'animal, qui pesait 200 kg et mesurait 2,50 m, se trouvait à moins de 2 mètres de profondeur, sans doute à cause de la chasse au carangue. Le pêcheur l'a harponné, remonté à bord de son navire avant de pouvoir le revendre au kilo. Nous précisons que cette espèce n'est pas protégée. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antche Pays. À tout de suite.